Et on débute avec le sénateur du jour. Bonjour Ronan Dantec. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, sénateur écologiste de Loire-Atlantique. Vous siégez dans le groupe RDSE. On va commencer bien sûr avec ce gouvernement Castex annoncé hier soir. Avant d'en parler avec vous, on va voir les principaux enseignements, ce qu'il faut en retenir avec Jordan Klein. Ce sont les 3 surprises de ce premier gouvernement Castex. Barbara Pompili intègre le ministère de la Transition écologique, poste clé de ces 2 prochaines années. Le sulfureux avocat Éric Dupond-Moretti devient garde des Sceaux. Roselyne Bachelot, ancienne ministre de la Santé de Nicolas Sarkozy, fait son retour en politique et hérite du ministère de la Culture. Je serai la ministre des Artistes et la ministre des Territoires. Dans les prochains jours, je souhaite tenir des états généraux des festivals pour que la saison prochaine retrouve sa vitalité artistique, son rôle de démocratisation et d'irrigation économique. En tout, 17 femmes et 14 hommes composent ce nouvel exécutif. 16 ministres, 14 ministres délégués et un secrétaire d'État porte-parole du gouvernement. Aucun sénateur ne fait son entrée, alors que 3 députés sont nommés dans ce nouvel exécutif. Brigitte Klinkert est nommée ministre déléguée chargée de l'insertion, un geste fort pour les territoires puisqu'elle était présidente du conseil départemental du Haut-Rhin. Alain Griset, ancien taxi, devient ministre délégué aux petites et moyennes entreprises. À 67 ans, ce représentant des petits patrons fait donc son entrée à Bercy. Gérald Darmanin, fidèle sarkozyste, devient un des principaux personnages de l'État en étant nommé plus jeune ministre de l'Intérieur de la Ve République à 37 ans. Julien Denormandie remplace l'ancien sénateur Didier Guillaume au ministère de l'Agriculture. Sébastien Lecornu reste au gouvernement mais prend la tête du ministère des Outre-mer. Elisabeth Borne devient, elle, ministre du Travail. Jacqueline Gouraud, ancienne sénatrice, conserve, elle, les relations avec les collectivités territoriales. Marc Fesneau reste en charge des relations avec le Parlement. Parmi les ministres sortants notables, Christophe Castaner, fragilisé ces dernières semaines, quitte la place Beauvau et le gouvernement. Muriel Pénicaud laisse, elle, sa place au ministère du Travail. Sibeth Ndiaye, fidèle macroniste depuis la première heure, quitte le poste de porte-parole du gouvernement. Le premier conseil des ministres de ce nouveau gouvernement aura lieu ce mardi à 15h. Ronan Dantec, vous avez vu, j'imagine, la composition du gouvernement Castex. Qu'est-ce que vous en retenez? Quel est le fait marquant pour vous? J'aurais un peu tendance à dire tout ça pour ça, c'est-à-dire que entre le teasing sur le fait que ce gouvernement allait être une nouveauté absolue et le résultat, on note quand même que beaucoup de ministres régaliens gardent leur place, qu'on ne voit pas évidemment de différence et d'inflexion sur la politique économique. Le maire reste bien sûr à l'économie. La négociation européenne reste chez Jean-Yves Le Drian. Donc on a plus l'impression d'une continuité, même s'il y a 2-3 nominations un peu baroques, histoire de faire causer le matin sur votre plateau avec l'arrivée de Dupond-Moretti. C'est baroque pour vous de mettre avec Dupond-Moretti à la justice? Oui, je crois quand même que... Et c'est fait un peu pour que ça cause, pour que justement on n'ait pas le sentiment d'une continuité totale. Mais quand arrive un garde des Sceaux et que les magistrats disent ce matin que c'est une déclaration de guerre, on part quand même pas sur les meilleures bases. Mais d'une certaine manière, même si je suis invité chez vous pour en parler ce matin, peu importe le casting, la vraie question, c'est que dira le président de la République le 14 juillet, c'est-à-dire quelle va être la politique appliquée par ce nouveau gouvernement. Et pour l'instant, on n'en a pas vraiment d'idée. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'ils disent, vous, le 14 juillet? Déjà qu'ils nous disent si nous aurons une politique de relance économique en restant sur une ligne qui est finalement une ligne keynésienne. Pour Emmanuel Macron est un libéral, il reste entouré de libéraux et de gens qui viennent plutôt de la droite, ça a été dit par tout le monde, mais dans la crise actuellement, il fait fonctionner, comme les autres pays européens, la planche à billets. Donc est-ce qu'on va avoir aussi une phase de relance économique qui soit de type keynésienne, et notamment pour financer la transition écologique? C'est ça qui m'intéresse. Si on va avec, par exemple, comme le demande la Convention citoyenne, sur la réhabilitation massive des logements, ça veut dire qu'il faut trouver environ 10 milliards d'euros par an, rien que pour cette réhabilitation. Donc est-ce que là, on va continuer à injecter massivement de l'argent sous forme de prêts, de prêts à taux zéro, pour permettre aux ménages, aux offices HLM de rénover? Ce sont ces questions qui m'intéressent, plus que le casting gouvernemental. Alors, ce qu'on attendait de ce gouvernement, et peut-être vous encore plus que les autres, c'est de savoir quelle allait être la place de l'écologie. Est-ce que pour vous, ce gouvernement est assez vert?
Ce gouvernement reste dans la ligne précédente. Donc on ne peut pas dire qu'il soit vert. De toute manière, les Verts, Europe Écologie Les Verts, sont dans l'opposition. Donc il y a une écologiste qui arrive, que je connais bien évidemment, parce qu'on a été dans le même parti pendant longtemps, qui est Barbara Pompili. C'est la bonne personne à ce poste pour vous ? En fait, je vais travailler certainement avec Barbara Pompili, mais j'ai travaillé avec les précédents. Je connaissais Nicolas Hulot, je connaissais François de Rugy, avec Elisabeth Borne. On a appris à se connaître. Le problème, c'est que le temps de se connaître, et on a changé de ministre, on en est quand même au 4e ministre de l'Environnement. Et en un an, on ne peut pas travailler. Moi, je sais comment je vais travailler avec Barbara Pompili. On va se voir, je vais faire des propositions, sans être évidemment dans la majorité. On va essayer de travailler sur la question des territoires, qui est au cœur de la transition. Je note quand même que dans les éléments de langage, y compris pour Roselyne Bachelot, cette question des territoires est très présente. Donc on va mettre quelques mois à définir une stratégie. Il ne faudrait pas qu'à l'été prochain, comme tous les étés, on change de ministre. Donc là, on a quand même perdu énormément de temps parce qu'en un an, aucun ministre ne peut mettre en place une politique structurante. Donc on a quand même perdu 3 ans sur l'écologie. Maintenant, est-ce qu'il y aura les financements ? Est-ce qu'il y aura vraiment application des propositions de la Convention citoyenne ? Et quelle qualité de la loi qu'on devrait discuter au Sénat ? Est-ce que ça sera à l'automne ? Est-ce que ça sera en janvier ? Puisqu'on a quand même la loi de finances à discuter à l'automne. Voilà pour moi l'agenda. Et puis, est-ce qu'il y aura l'argent ? C'est vraiment cette question qui est centrale aujourd'hui. Au-delà de la personne de Barbara Pompili, on s'intéressait aussi au périmètre de son ministère. Finalement, un périmètre qui n'est pas élargi par rapport à celui d'Elisabeth Borne, pas de ministère d'État, pas d'autre chose que la transition écologique. Est-ce que ça, vous le regrettez ? Ça reste quand même un grand ministère, puisque les transports, le logement, tout ça est dans ce ministère. Ma question est simplement quelle est la ligne que va dicter Emmanuel Macron, puisqu'on a bien compris que le président de la République voulait garder ou reprendre la main, y compris sur l'écologie. Quelles vont être les conditions de l'exercice du pouvoir par Barbara Pompili ? Est-ce qu'elle aura l'argent ? Les marges de manœuvre Je n'en sais strictement rien. Je crois qu'on va attendre le 14 juillet. On a connu beaucoup de ministres de l'Environnement qui se battaient et qui se battaient sincèrement, mais qui n'en avaient pas les moyens. Ce qu'on sait sur l'écologie, c'est qu'au-delà des grandes phrases, c'est extrêmement facile de faire des grandes phrases définitives sur l'écologie. Il faut surtout beaucoup de moyens et il faut être prêt à s'affronter à des groupes qui même des fois sincèrement n'en veulent pas. Par exemple, moi je suis sûr que sur la rénovation du parc ancien, qui est absolument centrale sur la question climatique, vous allez avoir les professionnels de l'immobilier qui vont monter au créneau en disant « Oh là là, ne nous en rajoutez pas alors que nous sommes en période de crise ». Parce que ce qu'il faut quand même dire, c'est que l'essentiel aujourd'hui, l'essentiel politiquement, c'est que nous restons dans une crise d'une gravité extrême. Le Covid n'a pas disparu. Il peut revenir à l'automne. Ce qui se passe dans un certain nombre de pays est extrêmement inquiétant à ce niveau-là, ne serait-ce qu'en Espagne aujourd'hui. Ça veut dire que des pans entiers de l'économie ne repartiront pas par miracle dans les prochaines semaines. Donc c'est aussi dans ce contexte que ce gouvernement va agir, et c'est quand même une situation grave. Allez, on va parler de Jean Castex qui a envoyé un signal hier au Parlement. On en parle avec notre journaliste parlementaire Steve Jourdain. Bonjour Yann, bonjour Monsieur Dantec. Et Steve, vous allez donc nous parler de la rencontre qui a eu lieu hier entre Jean Castex et Gérard Larcher. Le rendez-vous était fixé à 14h30, juste après, pensait-on alors, l'annonce du nouveau gouvernement qui devait intervenir autour de midi. Bon, il se trouve qu'il y a eu un léger retard. 14h30, l'horaire est important car Jean Castex a offert son tout premier déplacement de Premier ministre au patron de la Haute Assemblée. Un moyen peut-être de dire que les 2 prochaines années seront placées sous le signe des territoires, sous le signe de l'apaisement avec les collectivités territoriales. Après cet échange avec Gérard Larcher, Jean Castex s'est entretenu, on le sait, avec Richard Ferrand et le chef du CESE, le Conseil économique, social et environnemental. Oriane. Et une rencontre avec Gérard Larcher dont finalement peu de choses ont filtré. Oui, sauf peut-être cette photo qu'on va voir publiée par Gérard Larcher sur son compte Twitter. Les 2 hommes ont échangé pendant une petite heure. Ils ont fait, selon les mots de Gérard Larcher, un petit tour d'horizon du calendrier législatif à venir et des sujets à gérer. Ces sujets, Oriane, ils sont très très nombreux. C'est pas par hasard
hasard que Jean Castex a tenu à rencontrer en priorité Gérard Larcher. Beaucoup de dossiers sensibles sont sur la table, en dehors des chantiers prioritaires du gouvernement, comme l'hôpital ou la relance de l'économie. Il y a des dossiers qui touchent en effet directement aux relations entre l'exécutif et le Sénat. Il y a tout d'abord le dossier très épineux de la décentralisation. On s'en rappelle, la semaine dernière, le Sénat révélait son plan pour redistribuer les pouvoirs, renforcer les collectivités locales. 50 propositions ont été mises en avant pour entrer dans un nouvel acte de la décentralisation. De son côté, Emmanuel Macron a promis une grande conférence des territoires pour cet été. Pas sûr cependant que l'exécutif et le Sénat soient vraiment sur la même longueur d'onde sur ce point. Emmanuel Macron, dit-on, ne serait pas très enclin à engager un nouveau transfert de compétences vers les collectivités. Peut-être que Jean Castex est venu hier déminer un peu le terrain. Autre dossier sensible, Oriane, celui de la réforme des retraites. On l'a aperçu que de très loin ici au Sénat. Elle avait été votée, on s'en rappelle, en première lecture à l'Assemblée. Elle devait ensuite arriver au Palais du Luxembourg, mais la crise sanitaire a entraîné sa suspension. On le sait, Emmanuel Macron veut remettre cette réforme sur la table avant la fin du quinquennat. Et après Gérard Larcher, Jean Castex a également rencontré les parlementaires de la majorité. C'était hier soir, ça. Toute première prise de contact. C'était tout d'abord l'occasion de faire connaissance. Écoutez la réaction du sénateur Bernard Cazeau. Non, il n'a pas parlé de nos gouvernements, sauf à dire que c'était un gouvernement qui allait travailler énormément avec ses qualités et puis avec sa volonté de réussir comme il a terminé pour la France. Voilà l'occasion aussi pour le Premier ministre de fixer un cap, d'afficher la ligne du gouvernement. Écoutez la réaction de Josiane Coste. C'est une main de fer dans un gant de velours, mais la main de fer, c'est l'impression première que j'ai eue. Ça, incontestablement, c'est un homme qui sait où il veut aller. Ronan Dantec, vous savez où va le Premier ministre, vous ? Absolument pas. Mais alors, vraiment pas du tout. Le 14 juillet, le président de la République dira où il veut aller. D'ici là, on a un casting, mais on n'a pas les moyens de savoir effectivement où doit aller ce gouvernement. On entend les territoires. Et moi, le premier, je pense que pour la transition écologique et pour la cohésion sociale, on a besoin des territoires. Mais on entend aussi dans votre reportage qu'il n'y aurait pas de transfert de compétences vers les collectivités. Donc avec ça, je ne sais pas effectivement où on va à ce stade et je serai devant mon poste de télévision. Vous souhaitez ces transferts de compétences ? Ah oui, très clairement. Moi, je suis un régionaliste. Je pense qu'aujourd'hui, par exemple, sur le climat, ce sont les territoires qui ont les meilleurs résultats. Moi, j'ai longtemps été vice-président de Nantes Métropole en charge du climat. On tient, nous, à Nantes, les objectifs de l'accord de Paris. Ce n'est pas le cas au niveau national. Donc, effectivement, seuls les territoires sont capables aujourd'hui de répondre. Et c'est pareil en termes économiques, où on a besoin que les régions aient les capacités et les pouvoirs et les moyens financiers d'aider leur tissu économique local. Ça, c'est absolument central. Et là encore, comme souvent, on voit bien que Emmanuel Macron insiste maintenant sur la place des territoires, mais que les grandes décisions qui ont été prises par 3 ans étaient plutôt jacobines, étaient plutôt recentralisatrices, ce qui est absolument inadapté à la situation de la France. Et Jean Castex aussi, qui incite beaucoup sur ces territoires, sur le fait que c'est un élu local. Est-ce que du coup, vous êtes optimiste sur cette nouvelle phase de décentralisation ? Est-ce que Jean Castex peut la pousser pour vous ? Écoutez, c'est ce qu'on vient de voir dans votre reportage. Je n'en sais rien. Alors, je ne suis pas venu juste ce matin pour dire je ne sais rien sur rien. Mais on a bien compris que le timing, et y compris, il n'y aura pas de déclaration de politique générale du Premier ministre avant que le Président ne se soit exprimé. Ça, vous le regrettez ? C'est une mauvaise manière faite au Parlement pour vous de devoir attendre le discours du Président de la République le 14 juillet ? Non, moi je crois que la logique du quinquennat, c'est que le Président de la République décide. Donc voilà, on est dans le quinquennat. Donc moi, ce qui m'importe, c'est la qualité des propositions du président de la République, sachant que je sais qu'il est libéral. Moi, je ne suis pas un libéral. Je suis un homme de gauche et un écologiste convaincu qu'il faut beaucoup de régulation et beaucoup de redistribution. Donc il y a peu de chances que je me retrouve complètement dans les propos du président de la République. Mais effectivement, il faut maintenant un cap, et un cap qui réponde à la fois aux enjeux de long terme sur la transition écologique et la cohésion sociale de ce pays qui se fragmente, qui se délite, et une capacité effectivement de répondre à une crise d'une gravité extrême et surtout dans laquelle on s'installe. La crise sanitaire du Covid n'est pas derrière nous.
tout ce qui se passe ailleurs dans le monde, et moi je le regarde attentivement, justement, je me suis investi sur mon territoire sur la crise aussi avec ma formation de vétérinaire. On a un peu d'habitude en épidémiologie. Moi, je suis quand même très inquiet de ce qui se passe en Espagne, bien sûr, de ce qui se passe en Amérique, voire de ce qui est en train de se passer en Australie. Donc on n'est pas du tout sorti de cette crise, et ça va beaucoup peser sur l'économie et sur un peu la santé psychologique des Français dans les prochains mois. Un mot sur le Parlement, puisque Steve revenait sur cette visite qu'a rendue hier Jean Castex à Gérard Larcher en tout début d'après-midi. Est-ce que Jean Castex, il est à même de renouer des liens quelque peu distendus ces derniers temps entre l'exécutif et le Sénat ? C'est probablement qu'il est passé voir Gérard Larcher pour ça, pour éviter d'avoir un Sénat qui soit totalement en opposition. C'est son boulot de Premier ministre. C'est symbolique, ça passe effectivement un message sur les territoires, mais est-ce que derrière, après des déclarations là aussi fracassantes du président, y compris sur une nouvelle phase de décentralisation qui justifierait un report des régionales, j'ai quand même le sentiment, mais c'est purement intuitif, mais l'intuition masculine c'est essentiel, qu'on revient en arrière et qu'effectivement il n'y aura pas de grande phase de décentralisation. Mais attendons le 14 juillet. On est tous, je crois, obligés d'attendre ce que dira le président. Allez, on va continuer à parler du Sénat, mais sous un angle complètement différent. On va regarder le Sénat qui a mené une commission d'enquête sur l'incendie de Lubrizol. C'était le 26 septembre dernier. Et Public Sénat diffuse ce soir un documentaire à 23h sur ce sujet. Avant de recevoir sa réalisatrice Flora Sauvage, on va regarder un extrait. On est confronté à un feu de liquide inflammable, une nappe qui s'est étendue dans toute l'usine, qui se propage. Au moment où je vous parle, l'incendie est maîtrisé. Il est cantonné. Des analyses n'ont pas fait apparaître sur les principales molécules de risque de toxicité aiguë. Je ne dis pas que les odeurs ne sont pas gênantes, encore une fois, je vous dis simplement ce que disent les analyses qui m'expliquent qu'elles ne sont pas nocives. Personne ne sait vraiment ce que donnent ces produits mélangés lorsqu'ils brûlent. 9000 tonnes de produits chimiques vont brûler dans l'incendie. 15 jours après, le Sénat met en place une commission d'enquête. Le but, faire la lumière sur la gestion de la crise par l'État. Face aux sénateurs, le président du groupe Lubrizol Monde minimise le danger. Et bonjour Flora Sauvage. Bonjour Ariane. C'est vous qui avez réalisé ce documentaire diffusé ce soir à 23h, Lubrizol, enquête sur une catastrophe annoncée. Oui, rappelez-vous Ariane, c'était le 26 septembre dernier à Rouen. Un incendie gigantesque se déclenche dans l'usine Lubrizol, classée Seveso, seuil haut, et dans l'entreprise voisine Normandie Logistique, chez qui Lubrizol stockait une partie de ses produits chimiques. Il n'y a eu aucune victime, mais aujourd'hui encore, 9 mois après, beaucoup de questions subsistent, notamment sur la question de la pollution induite, mais aussi sur la question de savoir d'où est parti le feu. Quelques jours après la catastrophe, le Sénat met en place une commission d'enquête présidée par le centriste Hervé Moret. L'objectif, c'est d'essayer de comprendre ce qui s'est passé, d'évaluer l'intervention des services de l'État, mais aussi de faire en sorte qu'un tel accident industriel ne se reproduise pas dans l'un des 1300 sites Seveso qui existent en France. Pour ce reportage, j'ai donc suivi les travaux de la commission d'enquête pendant 9 mois. Après 80 auditions et 2 déplacements sur le terrain, les sénateurs ont découvert notamment que, faute de moyens, la plupart des préfets en France ont un accès que limité à la liste des produits stockés sur les sites industriels classés Seveso dans leur département. Si les élus locaux n'ont pas été impliqués dans la gestion de la crise, c'est que le préfet lui-même a eu des difficultés à obtenir des informations telles que la liste des produits stockés chez Lubrizol et Normandie Logistique. À chaque fois qu'il y a une inspection, l'exploitant doit être capable à tout moment de produire à l'administration l'état de ses stocks. À la suite de l'incendie, c'est ce qui a été demandé à l'exploitant. Et là, il s'est trouvé que celui-ci a envoyé une liste qui était illisible. L'administration a demandé de remettre cette liste au propre. Elle a également été illisible et donc il a fallu s'y prendre à 3 fois pour avoir une liste précise. Au moment où l'incendie survient, le préfet de région, et personne d'ailleurs, ne sait quels sont les produits qui sont en train de brûler. On a interrogé l'ensemble des préfets de France pour savoir si dans d'autres départements, il y avait une plus grande transparence par rapport aux produits contenus sur les sites Seveso. Et il s'avère qu'aujourd'hui, dans la plupart des cas, pour ne pas dire dans la totalité des cas, il y a une ignorance totale quant à la nature des produits qui sont détenus sur les sites Seveso. Et donc, ça fait partie de nos propositions qui me semblent importantes, de dire qu'il faut qu'il y ait une transparence par rapport aux produits qui sont détenus sur ces sites.
Autre sujet de préoccupation, les débris du toit du hangar qui a brûlé le 26 septembre dernier contiennent de l'amiante. Et ces débris n'ont toujours pas été évacués du site, comme l'explique Nathalie Lemeur de Rouen Respire, que j'ai rencontrée début juin. Aujourd'hui encore, à Rouen, les citoyens s'interrogent sur les conséquences du sinistre sur leur santé, car les débris amiantés du hangar qui a brûlé n'ont pas encore été évacués. Là, c'est le site Lubrizol avec les 2 entrepôts qui ont brûlé. Et donc là, vous voyez que tout ça, c'est des fûts qui sont restés à l'air libre. Il y a toute une partie, et ça, je peux vous montrer une image, du toit qui n'a pas brûlé, mais qui est très dégradé et qui est encore sur le site et au vent. Et donc, toutes les fibres d'amiante peuvent continuer à partir dans l'atmosphère, se déposer dans les jardins à côté. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous inquiète énormément parce que l'amiante est inodore et très toxique à faible dose. Et pour tenter d'évaluer les conséquences de l'incendie sur la santé de la population, les sénateurs préconisent la création de 2 registres de morbidité, l'un sur les cancers, l'autre sur les malformations congénitales. L'exécutif, quant à lui, prévoit de renforcer les contrôles sur les sites classés avec l'objectif d'augmenter de 50% les inspections d'ici à la fin du quinquennat. Le gouvernement veut aussi obliger les industriels à mentionner dans leurs études de danger les types de produits de décomposition susceptibles d'être émis en cas d'incendie. Pas sûr que cela soit suffisant. Ronan Dantec, vous qui étiez membre de la commission d'enquête, les mesures prévues par l'exécutif sont-elles suffisantes à vos yeux et vont-elles permettre d'éviter un nouveau Lubrizol ? Je pense qu'on parlait tout à l'heure de l'arrivée de Barbara Pompili. Je pense que dans les dossiers qu'a la nouvelle ministre de l'Environnement, la question du risque industriel est une question extrêmement importante. Comme je le disais tout à l'heure, j'espère juste qu'on ne va pas me rechanger de ministre dans un an, comme tous les ans, à peu près à la même époque, parce qu'en un an, effectivement, un ministre n'a pas le temps de développer les politiques. Moi, j'ai été totalement frappé en allant sur site. Vous étiez avec nous assez rapidement, par l'absence de culture du risque du territoire rouennais. Que ce soit l'État, que ce soit les élus locaux. On a eu quand même une audition compliquée du président de la métropole rouennaise de l'époque. Il y avait peu de culture du risque. Et ça dépend aussi beaucoup des territoires. À l'inverse, je sais qu'au Havre, à Nantes, où on a eu un nuage toxique il y a plusieurs décennies, il y a une culture du risque plus forte. À Rouen, la culture du risque était extrêmement faible. Et effectivement, dans nos propositions de commission d'enquête, il y a le fait de faire des exercices régulièrement, que la collectivité fasse le DICRIM, qui est le document d'information de la population. Pensez quand même que le préfet n'actionne pas les sirènes parce qu'il pense tout simplement que la population ne comprend pas le sens de la sirène, ce qui est complètement incroyable, qu'il n'y a toujours pas en France de coordination entre les médias, notamment les chaînes d'information en continu, et les autorités en cas de sinistre de ce type. Donc effectivement, on reste dans le bricolage absolu et toutes nos propositions de commission d'enquête vont dans le sens d'en sortir. Donc je crois qu'il faut vraiment qu'on se donne les moyens, après le Lubrizol, de réaugmenter finalement notre culture du risque. Ça veut dire plus d'inspection, donc plus de moyens pour l'inspection, puisqu'Elisabeth Borne a dit plusieurs fois on va augmenter les inspections, mais elle n'a jamais répondu sur l'augmentation des moyens humains, donc le budget du ministère pour ces inspections. En fait, il y a des chiffres assez marquants qu'on voit très bien dans le documentaire de Flora, notamment le fait que les incidents sur les sites Seveso ont augmenté de 34% en 2 ans et que dans le même temps, en 15 ans, le nombre de contrôles sur les installations Absolument. a été divisé par 2 faute de moyens. Donc j'ai été 10 ans vice-président en charge du risque à Nantes Métropole. C'était dans les années 2000-2010. J'ai été surpris 10 ans après par ce qui me semblait être une régression sur la culture du risque. Régression d'abord dans le fait qu'effectivement, il y a beaucoup de tolérance sur l'activité de l'industriel. Tout le monde connaît tout le monde à Rouen. Donc, si pour le bon process, la bonne marche économique de Lubrizol, on l'autorise à dépasser ses capacités de stockage dans le hangar d'à côté, qui n'est pas au cœur de son étude de danger, voilà,
Personne ne le sait vraiment, mais personne ne cherche à savoir ce qu'il y a à Normandie Logistique. Et puis à un moment, ça part en fumée avec une étude de danger. Si vous vous rappelez bien, j'ai posé 3 fois la question au patron de Lubrizol et il ne répondait pas si dans son étude de danger, il avait intégré Normandie Logistique. De fait, non. Et à un moment, le risque, c'est toujours pareil, ça part toujours. Le problème part toujours d'un endroit qu'on n'a pas prévu. Et après, on fait au mieux avec beaucoup d'héroïsme, mais la ligne Maginot a été enfoncée. C'est une question plus générale sur la gestion de la communication et notamment la gestion de la communication auprès des élus locaux. On voit finalement qu'il y a un rapprochement qu'on peut faire avec la crise sanitaire qu'on vient de vivre. On se rend compte que l'État, finalement, c'est ce que vous dites dans votre rapport, garde les informations pour lui et quitte à oublier les élus locaux qui sont les premiers, les maires, qui sont les premiers, les élus de terrain. Comment faire pour remédier à cet état d'esprit et comment faire pour remédier à cette question-là ? Moi, à Rouen, je ne dédouane pas les élus locaux de l'époque. La loi leur donne aussi un certain nombre de responsabilités. Il n'y avait pas de décrime, il n'y avait pas d'exercice. C'est aussi aux élus locaux d'avoir avec l'État un dialogue qu'eux-mêmes initient. Mais effectivement, moi je trouve que c'est assez proche du Covid. Lubrizol, c'est quand même beaucoup une catastrophe évitée. Ça aurait pu être extrêmement grave. Ça n'enlève rien au fait qu'il y a des risques sanitaires encore et les associations doivent rester très vigilantes et continuer de mettre de la pression. Notamment sur le long terme, comme on voit dans le documentaire. Et dans le rapport, on dit bien, par exemple, que les études sanitaires de long terme ont été quasi abandonnées. Enfin, ça, c'est un scandale absolu et c'est totalement incompréhensible. Donc, il est clair qu'aujourd'hui, l'État n'est pas, mais c'est la culture française, n'est pas en amont du risque. Et le Covid, c'est pareil, on ne s'est pas posé les questions avant de savoir, et si ça nous arrive, qu'est-ce qu'on fait ? On est assez bon dans la période de gestion du risque elle-même, y compris parce qu'il y a beaucoup d'héroïsme. À Lubrizol, il y a d'abord l'héroïsme des salariés eux-mêmes qui sortent les produits les plus dangereux dans les minutes qui suivent le départ de feu et qui évitent quelque chose de beaucoup plus grave. Il y a toujours l'héroïsme des pompiers qui est très proche finalement de l'héroïsme des soignants sur le Covid où on va au front même si on n'a pas les masques. Alors ça, on sait très bien faire. Je prends toujours l'exemple de la ligne Maginot. On n'a pas prévu que l'attaque se passe à l'endroit où elle s'est passée. Après, on perd des troupes parce que les gens vont courageusement au combat se faire dézinguer. Donc on a une culture de l'héroïsme en période de crise. On n'a pas de culture de prévention de la crise. C'est vrai pour le Covid, c'est vrai pour Lubrizol. Et là, il faut vraiment qu'on change de culture. Je pense même qu'effectivement, on a régressé. Et on a régressé parce que aussi l'État régalien s'est affaibli. C'est des moyens humains. C'est des moyens humains. Et là, Barbara Pompili devra être extrêmement précise dans les mesures prises, notamment en termes d'inspection des installations classées. Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Ronan Dantec. Merci, Flora, d'avoir été avec nous. Votre documentaire Lubrizol, enquête sur une catastrophe annoncée, et donc à voir ce soir à 23h sur notre antenne.